Nassine, bonsoir. De nouveau. Nadav, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as fait partie du jury qui a remis à Radu son ours d'or lors de la dernière Berlinale. À cette occasion, pour parler du film, tu as dit c'est un film aussi élaboré que sauvage, intelligent et puéril, géométrique et vibrant, imprécis dans ce qu'il y a de mieux. Est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur les émotions, les sensations que tu as eues en découvrant ce film en tant que juré? Oui, enfin, je ne sais pas à quelle mesure ça va être élaboré, mais je me souviens que bon, il y avait un sentiment d'une sorte de jamais vu, qui est non mais pardon, d'accord, qui est toujours quelque chose de très rare et qui devient peut-être de plus en plus rare. Et il y avait le sentiment de quelque chose de super important sans tomber dans ces pièges d'un film important. Parce que, comme on sait, on est inondé de films importants qui n'ont pas important. Mais là, il y avait... C'est-à-dire, quand j'ai dit auparavant que le moment que le film s'est terminé, enfin, enfin, j'ai parlé là d'une manière sincère, on avait, je ne sais pas combien, 17, 18, 19 ans, ou 20 films dans la compétition. Et ça, c'était le troisième film. Et le moment qui s'est terminé, enfin, moi je l'ai vu chez un ami sur un grand écran, parce qu'en fait, on ne m'a pas autorisé d'aller à Berlin. Donc, je l'ai vu chez un ami sur un grand écran, et le moment qui s'est terminé, je l'ai vu avec cet ami, je lui ai dit, ça va être l'ours d'or, je suis sûr. Il y a encore 17 films à voir, 16 films à voir, mais ça ne m'intéresse pas d'une certaine manière, c'est le film qui doit gagner. Et oui, c'est arrivé du fait donc, que tu avais l'impression que c'est un film qu'il faut chérir, parce qu'il est dehors pour moi comment il a dit Nietzsche, du bien et du mal. C'est-à-dire la question c'était... Au-delà du bien et du mal. Ah, au-delà du bien et du mal. Et la question c'était pas pour moi si le film parfait, imparfait, j'avais l'impression qu'il est imparfait, qu'il y a des choses... D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi de demander à Radu par rapport à toutes sortes dans la fabrication du film. Mais qu'il est une sorte de créature qui à la fois capte formellement, essentiellement, politiquement, je n'ai pas trop, mais bon, ces moments précis dans les temps, en étant, à mon avis, aussi intemporel. Donc il est vraiment, pour moi, il profitait de tous ces contrastes. Encore une fois, je dis, je sais pas, un film très, très distingué et très léger, un film très... J'ai dit à un ami qu'on connaît tous, à Morgan, il y a quelques temps, qu'un jour, dans pas longtemps, et on sera tous, et là, quand je dis tous, je dis, je sais pas, certains auteurs du cinéma, on va être tous détruits par tout ce qui se passe autour de nous, par le cinéma qui agonise et qui crève et qui va disparaître. Et le seul qui restera sera Radu. Et je dis ça parce que je pense que tu comprends mieux que beaucoup d'autres ce qui se passe. Et je pense que c'est un film, moi je vois les films, je comprends ce qui se passe autour de moi. Et je vois aussi à quelle mesure je suis loin de ça, enfin, dans mes films, de cette compréhension. Donc ça m'a énormément impressionné.
sais pas si tu veux répondre à ça. Ratou, moi j'avais envie de... J'ai cité les mots de Nadav parce que je trouve qu'ils disent très bien le foisonnement du film et à quel point c'est une forme qui se multiplie. Le fait que tu aies choisi des formes très différentes pour raconter cette histoire-là. Pourquoi est-ce que tu avais envie que le film se métamorphose comme ça, qu'il y ait plusieurs moments dans le film? Bon, d'ailleurs, c'est un mot très, très, très beau de Nadav me touche parce que avoir un prix comme ça, bien sûr, c'est important en soi, mais pour moi, c'est important qu'il donne. C'est le prix qui appartient au jury plus qu'appartient au le mec qui reçoit. Mais donc, pour moi, c'est parce que j'ai un énorme respect pour lui, une énorme admiration, et qu'il parle comme ça. Bon, je dis qu'il exagère parce que si vous voyez tous ces films, le dernier, tout c'est bien, mais le dernier, c'est vraiment incroyable. C'est plus innovatif de que j'ai vu. Je l'ai mis pour un ami d'Argentine, Roger Cosa, qui fait un top chaque année. Je l'ai mis dans les premiers films de ces années. Je l'aime énormément. Après, pour répondre à ton question, pour ne pas référer à ce qu'il disait Nadav, parce que la question c'est sur la forme, et Nadav aussi a mentionné la forme. Et pour moi, si on parle de cinéma, comme bien sûr que le cinéma peut avoir beaucoup de formes, beaucoup de fonctions, pour moi tout est cinéma, tout ce qui est image, et image en mouvement, mais pas seulement ça appartient au cinéma, même si c'est des films commerciaux, des films de télévision, des films médicaux, des films publicitaires. Parfois, je suis assez TikTok, je sais pas, des choses comme ça. J'ai un account TikTok et j'ai l'impression que le cinéma est un peu que TikTok est un peu en avance, d'une certaine manière pour certaines choses. Donc pour moi, toutes ces choses appartiennent au cinéma, mais pour les choses que je fais, ce que je voulais dire, c'est que si on comprend le cinéma comme ça, comme une question de penser ou de représenter la réalité, d'enregistrer la réalité, et c'était quelqu'un ici, pour la première projection, qui parlait, qui posait une question sur la première partie du film, qui disait si j'étais inspiré du cinéma primitif, du cinéma des frères Lumière, des choses comme ça. Et je dis oui, parce que c'est au primitif, si on regarde primitif, bon, entre guillemets, si on regarde maintenant qu'on peut trouver un peu l'essence des choses. Et dans les films de Lumière, et pas seulement Lumière, tous les gens au début, on découvre un peu de confiance en caméra, en confiance en cinéma qu'on n'a pas maintenant. Maintenant, le cinéma se fait avec de confiance en des sujets, histoire, les histoires, des narrations, dramaturgie, conflits, tout ça. Mais pour moi, le cinéma reste très... le plus important chose, c'est l'intelligence d'une caméra, comme disait Jean Epstein. C'est ça, la caméra et le montage, c'est deux éléments essentiels du cinéma. Et à cause de ça, pour cette histoire, pour finir la réponse, j'ai découvert que l'histoire en soi-même, parce que j'ai parti d'un cas un peu dans la presse tabloïde comme ça, et je voulais pendant des années faire une histoire sur ce sujet, je ne savais pas comment, et j'avais découvert à un certain moment que ce n'était pas l'histoire qui est intéressante, mais c'est le contexte, ce qui est autour de cette histoire, et comment cette histoire peut entrer en relation avec des autres questions sur la société, sur la question des droits, question de construction d'image, qu'est-ce que ça veut dire une image, qu'est-ce que ça veut dire une image sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire une image obscène, une image pornographique, etc., etc. Et quel est le rapport entre les images et la réalité. J'ai l'impression que tous ces thèmes un peu importants se trouvent dans ce film, d'une certaine manière et dans certaines formes, peut-être. Parfois, c'est seulement un hint, comme on peut dire en anglais, je ne sais pas en français. Excusez-moi, j'ai répondu trop long. Dans cette première partie, après
Je suis trop gros pour me faire des photos de ces près. Excusez-moi. Fais un Nadav qui est comme ça. C'est vrai aussi. Je serais... Mais non, mais non. Mais Dans bon. cette première partie que tu évoquais, la caméra vit sa vie en fait. Ça sert, comme tu dis, à confronter l'histoire de ce personnage avec la société très obscène dans laquelle elle vit. Comment est-ce que tu as travaillé cette mise en scène où la caméra est indépendante et filme parfois le personnage, mais aussi parfois va nous raconter complètement autre chose du monde. Et puis cette caméra indépendante, elle m'intéressait aussi parce qu'elle me faisait penser à ta caméra à toi, Nadav, dans le genou d'Aed, où tu as une façon de filmer un personnage qui est hyperactif et ta caméra a l'air encore plus hyperactive que le personnage. Oui, ça c'est une question commune, c'est vrai, parce qu'il est intéressé par le paysage, et moi je suis aussi intéressé par le paysage aussi, différemment peut-être, mais dans ce cas-là, c'était plus, si je peux dire comme ça, une question sociologique, une question d'écrire, et je crois que le cinéma c'est un outil, ça peut être, c'est pas seulement ça, ça peut être un outil descriptif, donc on peut décrire un peu la réalité avec la caméra, comme on ne veut pas avec les yeux. Et j'ai insisté à ça, c'est pour ça que les objectifs sont un peu plus longs que l'œil nu, comme ça, et c'est 35 mm, c'est des choses pour représenter, pour capter, pour enregistrer la réalité autrement que les yeux voient. Donc pour voir un peu comme un microscope, comme un télescope, des choses comme ça. C'est une métaphore bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose de vrai ici. Et l'idée c'était que dans cette ville, qui est la Bucarest, une ville mélangée, une ville où on peut voir les couches d'histoire, on peut voir les couches sociales, on peut voir beaucoup des interventions dans la ville, peut-être plus que dans des autres villes. J'ai l'impression que Paris peut-être c'est un peu comme ça, mais des autres, j'étais à Genève, je même pensé à ça, si je faisais ce film à Genève, c'était impossible de le faire dans cette façon, parce que c'était impossible de trouver cette exhibition de là. Et après, c'était cette idée qui était un peu comme un théorème, parce que je ne sais pas la réponse, c'était l'idée de, je me souviens qu'il disait que les profondeurs sont cachées à la surface. Et parce que je voulais un film sur des surfaces, mais avec cette idée que peut-être si on filme quelque chose, cette relique de la ville, et la relation entre le corps du personnage principal, le personnage principal et cet paysage, peut-être on peut voir quelque chose en profondeur. Quoi? Bon. Tu veux dire quelque chose sur le paysage? Je veux dire que non, pas sur mon film. Non, je veux dire que j'ai revu aujourd'hui le film avant de venir ici et ça m'a. Enfin, moi j'adore cette première partie. Je vais avouer, pour moi c'est vraiment. Mais je me suis demandé, ça m'a intéressé en les regardant. J'essayais de comprendre, je n'étais pas sûr. Est-ce que tu avais une sorte de principe qui t'a guidé quand tu as tourné ces parties, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait... Enfin, les gens quand ils voient des choses pareilles, ils adorent la question classique, c'est est-ce que c'était improvisé ou est-ce que c'était planifié, mais bon, mais au-delà de ça, peu importe, d'une certaine manière, je veux dire improvisé ou planifié, je me suis demandé quel était le principe. Est-ce que le principe est sociologique, idéologique, c'est-à-dire moi je veux à travers cette balade, vous montrer cet tas de je sais pas quoi, de bêtises surtout, qui est l'époque, qui est le moment, qui est la vie moderne. Est-ce que le principe était un peu le principe de Lazare, c'est-à-dire je vais me balader avec la caméra et c'est d'une certaine manière, c'est à travers Lazare qu'on trouve l'essence de la chose, parce que si je me balade avec une caméra à Bucarest, je vais arriver à la vérité de Bucarest. Est-ce que c'était, c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, enfin, comment ça s'est passé? Parce que parfois j'avais l'impression de comprendre
parfois j'avais l'impression de ne pas comprendre. J'étais très reconnaissant pour le fait que je n'ai pas tout le temps compris, mais... Oui. Mais, oui, mais tous les deux sont vrais parce que j'ai choisi pas vraiment innocente une tranche de la ville, de la Bucarest qui vient de la périphérie vers le centre historique. Et je pouvais prendre des autres et j'ai hésité. Et bon, j'ai choisi ça parce que je sentis que c'est plusieurs, comme je disais, je ne me répète pas, mais en plus c'était plus expressif, mais à un niveau un peu plus banal, parce que si j'ai cherché des autres lignes comme ça, on pouvait avoir des choses plus spectaculaires. Et je ne voulais pas ça. Là c'est un quartier avec une pauvreté énorme. Je ne voulais pas tourner là-bas parce que je le trouvais trop extrême au niveau de la ville, où je pouvais commencer dans une autre partie de la ville où c'est extrêmement riche. Et c'était pour moi la même chose. Je pense que dans cette, on peut dire, un peu banalité, c'est ça ce que je voulais un peu explorer. Et après, bien sûr, que j'ai fait un peu de repérage, mais il y avait des trucs qui changeaient chaque jour, comme dans aucune ville. Donc on ne savait pas exactement ce que ça va se passer. Et c'était, toi as dit bêtise, et c'est bien de dire ça parce que on est en France et c'était Flaubert qui avait cette idée que je trouve extraordinaire, on parle tous de la bêtise comme quelqu'un est bête, quelqu'un d'autre est intelligent, je ne sais pas, ou parfois je suis bête, parfois je suis intelligent. Mais Flaubert avait cette idée que l'humanité entière est bête, et que la stupidité, c'est comme une question métaphysique qui est la caractéristique de l'être humain. Et on voulait ça un peu, mais on voulait aussi des questions, oui, un peu politiques et idéologiques, qui sont très visibles en Bucarest, comme le rapport des classes cette question des voitures garées sur le trottoir, qui est presque partout en Bucarest, c'est pas seulement une question d'objets, de voitures comme ça. C'est une question qui montre, à mon avis, qu'après la chute du communisme, après la chute de Ceausescu, la société individualiste qu'on a créée nous-mêmes librement, après, c'était pas une dictature. Pour tout ce que c'était mauvais pendant la dictature de Ceausescu, on dit, bon, c'était une dictature, on était forcé. Après la dictature, on était libre. Et on a fait quoi? On a détruit plus le Bucarest que la dictature, et on a fait plus de la pollution, et on a fait que c'est presque impossible de vivre. Et on a créé ce système classiste où les gens qui ont plus d'argent achètent, parce que c'est un symbole social, tout le monde doit avoir une voiture grande pour garer sur le trottoir, qui est l'espace commun, qui n'est pas respecté. Et ça, c'est un symbole. Et je savais que ça peut devenir un symbole, donc je voulais ça. Après, en plus, c'est vrai qu'il y a des choses parce que je voulais faire, et je crois en le pouvoir de montage, comme ça, en faire des rapprochements, en faire des juxtapositions. Parfois, ils sont très évidents, comme tu dis. Parfois, même moi, je ne sais pas s'il y a une signification là-bas. Parfois, c'est très clair. Si on commence sur les plantes, et après on voit les voitures garées, on peut voir cette dialectique entre nature et la ville. Bon, ça c'est évident. Mais il y a partie où, même pour moi, la seule coexistence des choses là-bas, pour moi, semblait importante de le montrer comme ça, dans ce moment-là de l'histoire de Roumanie, du monde, de la civilisation, et on est bien sûr à la périphérie de la civilisation européenne, mais de montrer ça, et ça c'est la confiance, parce qu'on a tourné sans autorisation, bien sûr il y a des scènes avec des comédiens qui sont mis en scène comme ça, mais tout ce qui se passe autour, tous les objets, toutes les voitures, tous les trucs comme ça sont vraiment des documentaires, sont pas des choses qui on choisi de faire, on n'a pas bloqué. Par exemple, l'accident avec le cycliste, ou le piéton qui se fait renverser par non, ça s'est mis en scène, bien sûr, oui. Mais il y a des choses qu'on se dispute avec un conducteur, ça peut être vraiment pris sur le Non, mais tout ça, c'est des choses qu'on a observées mais ça, c'est bien sûr mis en scène. Mais tout ce qui c'est autour, tout ce qui c'est le background ou plan 2, comme se dit, plan de deuxième plan, c'est pas... Et ça, c'est avoir un peu de confiance, si vous voulez,
en caméra et en la réalité. Ce que la réalité peut nous donner un peu de choses. Et parfois, c'est extrêmement frustrant parce que tu arrêtes le tournage et en 2 minutes, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et tu dis, pourquoi je n'ai pas tourné en ce moment-là? Mais ça, c'est tout le temps comme ça. Mais je pense qu'on doit avoir confiance en la réalité, en l'enregistrer de la réalité, comme les cinéastes primitifs. Mais Comme moi, ça, un peu. moi, Comme lui a confiance dans le désert, dans ce film. oui, moi je ne sais pas. Moi je pense que j'ai une confiance en moi, mais pas je pense que Moi, c'est je sais pas. Non, mais c'est très différent parce que le désert il ne change pas, tu sais, il y a des données. Mais quand je t'entends, ça renforce encore un sentiment que j'avais. Je pense que c'est un film qui avait 99,9% des chances de devenir didactique et il n'est pas. Et ça, c'est un truc que je dois dire qui me choque parce que Radu, il a 30 millions de choses à dire avec chaque film et on a l'impression, je pense, moi d'habitude, j'ai l'impression que ça c'est le pire piège pour un cinéaste. Je sais pas, on était là au bout de la salle et il y a la dernière chanson là du film et là Radu m'explique que c'est un musicien finlandais qui a pris les Tractatus Logica Philosophicus de Wittgenstein et l'a mis et a composé enfin, une sorte de musique autour de ça. Même dans ça, enfin vous le savez pas, mais j'imagine, mais même dans la dernière chanson, il y a encore une autre chose qui s'ouvre et qu'en fait on a. Donc moi je me dis ça c'est vraiment. Et je l'ai mis, excusez-moi, je l'ai mis parce que les premières 2 vers sont In order to tell if a picture is true, you have to compare it with reality. Donc pour dire si une image est vraie, on doit la comparer avec la réalité. Oui, donc vous voyez, en fait, il nous dit, enfin, nous tous les temps, plein de choses. Je suis sûr qu'on capte pas, même pas, je sais pas, 70% de ce qu'il veut dire, mais on capte beaucoup de choses, je pense quand même. Et il y a le deuxième partie, donc vraiment le film était presque voué de tomber à une forme de didactisme, et alors que ce n'est pas le cas. Et moi, pour moi, c'est une forme de secret. Je pense que ce film, évidemment, ce film m'a aussi tant impressionné parce que je ne me sens pas capable de faire un truc pareil. Et comme des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à fabriquer, on se trouve très impressionné. Mais moi, j'imagine que pour moi, peut-être tu ne tombes pas à ces dangers, puisque, comme tu as dit auparavant par rapport à Flaubert, toi aussi, tu vois la saleté comme finalement une sorte de vérité profonde de l'existence. Et dans ce sens-là, il y a parfois, pour être didactique, peut-être il faut aussi toujours condamner quelque chose. Et ton film, même si dans ton film, il y a beaucoup de gens qui t'attaquent, oui, c'est mon interprétation, mais même si dans ton film, il y a beaucoup de choses qui t'attaquent, l'église, l'armée, finalement, j'ai l'impression que le film, il est plongé aussi à l'intérieur de la saleté humaine. Tu vois ce que j'essaie de dire? Enfin, je veux dire, c'est pas les gens du cinéma aristocratique qui dénoncent les connards et les idiots. C'est... Bon, peut-être que c'est pas ça, mais... Non, je comprends. Je comprends un peu, et je pense que c'est l'aspect ludique que tu as mentionné avec le mot childish ou enfantin, non? C'était comment? Qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très lié. Pourquoi vous riez comme ça? De moi? Non. De qui? C'est une blague. Non, mais c'est quelque chose de très intéressant si on lit quelqu'un comme Johan Huizinga, l'historien hollandais, c'est un des plus importants livres pour moi, s'appelle Homo Ludens, et il montre là-bas que toute
la culture, toutes les formes de la culture humaine sont à origine dans le jeu, ont origine dans le jeu. Même les plus grandes choses, comme les procès en justice, sont des formes de jeu de rôle, comme ça. Quelqu'un met de la perruque, ou je ne sais pas. Et donc, ça n'existe pas une forme de culture, même bien sûr, les films de Nadav sont parfois très, 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 très ludiques à son manière. Donc, je crois beaucoup, et ça c'est une leçon que je dis déjà dans les autres rencontres, mais j'aime me répéter, c'est un peu la leçon de l'avant-garde roumaine, l'avant-garde des années 20 et 30, qui était composée par beaucoup de juifs. Effectivement, Tristan Tzara était juif, roumain. Isidore Issou, qui était venu ici, a fait peut-être un chef-d'œuvre de cinéma un peu méconnu en France, qui s'appelle Traité de Bave et d'éternité en 1951. Et c'est plus radical et plus ludique et plus... il annonce la nouvelle vague 10 ans en avant. Et des autres, Victor Brauner, Brancusi aussi, c'était en Roumanie. Eugenio Ionesco écrivait en Roumanie déjà des années 30, ce qu'il a écrit en France, Cantatis Chauve et ça, dans les années 50. Il y avait des textes de Ionesco, exactement comme ça. Et cette avant-garde, où je me sens un peu héritier, parce que c'était une avant-garde qui a été oubliée. Les dictatures ont écrasé tout cet esprit. Ils ont été tous émigrés en France ou en Israël, ou je ne sais pas où. Et après la longue dictature communiste, les dictatures fascistes d'en avant ont écrasé cet esprit. Et pour moi, c'est le moment le plus lumineux et le plus important de l'histoire culturelle de Roumanie, c'est cette avant-garde, cet esprit qui est à la fois politique, qui est à la fois parfois didactique, mais parce qu'il est dans le même temps ludique et vulgaire et de mauvais goût. Et je pense que le mauvais goût peut avoir une valeur comme ça, de faire, c'est comme le comique, comme le comique, quand quelque chose est vu d'une direction comique, ça devient un peu, je sais pas, ça devient un peu subversif, ça devient, les gens n'aiment pas que les choses sérieuses sont traitées de façon comique parce que ça perd de la sérieuxité, ça perd de l'importance. Mais dans cet esprit de l'avant-garde, il détruisait tout, non plus. Pour moi, je pense que s'il n'y a pas de didacticisme, parce qu'il y a aussi des choses très pointues, très, très violentes contre, comme dans ton film. Tes films sont très didactiques à la fin, mais parce qu'ils ont avec beaucoup d'inventions formelles, ça n'a pas aucune importance. J'ai pas peur de didactique, je m'en fous de ça. Donc, mais je pense que s'il n'est pas comme ça, dans ton film, et peut-être dans mes films aussi, c'est à cause de la dimension formelle. J'espère. Avant de passer la parole à la salle, peut-être, j'avais envie que tu viennes sur cette question du jeu et sur cette extraordinaire actrice à qui tu demandes des choses parfaitement différentes d'une partie à l'autre. D'abord de se montrer débridée sexuellement, ensuite de déambuler dans la ville, et ensuite de se livrer à une performance de parole qui est assez extraordinaire dans la dernière partie. Comment est-ce que tu l'as rencontrée? Comment est-ce que tu l'as dirigée? Bon, Katia Pascaliu, bon, elle était ici jusqu'hier, elle est partie en Roumanie, malheureusement on pouvait la rencontrer, parce que c'est quelqu'un très, très gentil, et très, très intelligente, et très, très, bon, je l'aime beaucoup. Elle est une actrice qui n'a pas d'abord cette question de vedette. Elle n'est pas une vedette. Elle travaille énormément dans le théâtre underground, dans le théâtre indépendant, dans le théâtre politique. Elle est une travailleuse. Elle travaille vraiment. Moi, je suis aussi un travailleur. Je n'ai pas aucun talent. Seulement je travaille. Donc, c'était très facile. J'ai présenté le projet parce que je la connaissais, je l'ai vu dans le théâtre. Et on a fait des castings ensemble pour des autres projets de moi, pour des autres films où je n'ai pas pris elle, j'ai pris des autres actrices. Et pour ce film, je voulais elle de début. Et j'ai montré le scénario, j'ai dit voilà, il y a cette scène de sexe comme ça. Elle a dit non, j'ai pas aucun problème avec ça. Ce qui est un peu extraordinaire parce qu'en Roumanie,
les actrices, les acteurs, la société c'est un peu plus pudique qu'ailleurs. Et il y a beaucoup d'acteurs, et je ne juge pas ça, il y a des acteurs ou des actrices qui disent je refuse de dire des gros mots dans les films, je refuse d'apparaître nu ou de simuler la sexualité comme ça. Et elle m'a dit, tu vois, je vais jusqu'au bout. Et c'était moi qui je dis non, c'est pas pour la pénétration, on doit changer un peu l'actrice avec une actrice porno amateur, professionnelle. Et elle a dit ok, si tu fais comme ça, et on l'a fait comme ça à la fin. Et pour l'autre, mon travail avec le comédien, c'est très, très simple parce que je ne demande pas beaucoup. Et c'était comme Forman disait, si tu fais le casting bien, 90% de ton travail est fait. Si tu prends des acteurs mauvais, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marche pas. Donc, dans cette situation, c'était très, très facile à travailler. Et parce qu'on a tourné très rapide à cause de beaucoup de choses, le budget, et après les situations sanitaires, et la situation avec les autorisations de tournage qu'on n'a pas eu pour les extérieurs. Donc, on a tourné très, 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 très vite. On n'avait même pas le temps de parler beaucoup, comment c'est le rôle, c'est ça, la situation. On était obligé de faire très vite. Ce qui se voit dans le film, c'est comme ça que Nadav dit qu'il est imparfait, bien sûr, il est imparfait, aussi à cause de ça, pas seulement à cause de mon incompétence, mais il était voulu d'être... Je ne crois pas que c'est ce qu'il a dit. Non, mais on voulait de l'être imparfait. Et c'était aussi une question qui... Nadav sait très bien, et peut-être il y a des autres cinéastes, c'est la question de pression de succès. Parce que j'ai fait des films qui avaient eu un peu plus de succès, après des autres qui n'ont pas eu le même succès que les gens autour attendaient. Et tout d'un coup, tout ressent un peu de pression si tu as un succès ou si les films ne sont pas de succès. Ces pressions, l'argent disparaît, mais aussi la pression disparaît. Et ce film a été fait sans aucune pression parce que tout le monde, des anciens collaborateurs, coproducteurs importants, je ne sais pas, d'Allemagne ou de France, ont refusé le projet. Mes derniers films étaient, comme on dit dans l'industrie, même en Roumanie où le snobisme est très grand, il était que au Forum de Berlin ou que au Locarno, donc ça veut dire il n'était pas à Cannes ou à Berlin en compétition ou à Venise, donc il est un peu terminé comme ça. Et ça, paradoxalement, nous a donné beaucoup de liberté parce que c'était pas pression, c'était personne qui s'attendait qu'on fasse un film bien. Et cette ouverture vers l'imperfection existait comme ça. On a dit, moi et le chef opérateur, vraiment, je pensais comme ça, que c'est la fin de ce tournage professionnel que je peux faire. Donc j'ai dit, on doit faire ce qu'on veut, parce que c'est la dernière fois. Moi j'espère que ce n'est pas la dernière fois, mais à l'époque, on croyait comme ça, et on l'a tourné vraiment sans aucune pression. Même les gens qui étaient dans la production ou les agents de vente, Hérétique, c'était les seuls qui voulaient prendre le projet. Quand tous les autres, les gens avec qui j'ai travaillé, ou des autres sales agents disaient non, ça c'est pas un projet à succès, ça va pas aller dans des festivals importants, ça va pas avoir des ventes, c'est très pour 3 parties, c'est vraiment une imbécilité. Donc, c'était seulement cette compagnie qui a dit oui, on veut prendre le film, mais il n'était pas convaincu moi aussi. Donc pour nous, c'était très, très, très facile à faire comme ça. Je pense que vous devez, dans ce sens, si c'est toujours accessible, regarder une fois les vidéos du directeur du Festival de Berlin qui annonce à Radu et sa productrice, parce que c'était l'époque des Zoom et tout, qui annonce à Radu et à sa productrice et Ada Solomon qu'ils ont eu l'ours d'or. Donc vraiment c'est très très drôle, c'est presque aussi drôle que le film, parce qu'il y a Ada Solomon qui commence immédiatement à pleurer, enfin à verser larmes, et Radu qui croit pas du tout quoi, qui dit oui bon j'ai compris la blague, et l'autre lui dit non Radu vraiment vous avez eu l'ours d'or, et Radu qui lui dit bon écoutez je vous crois pas, et vraiment je pense que ça prend 5 minutes, je ne sais pas à quel moment
compris que c'est le cas, mais c'est au moins 5 minutes. Oui. L'autre, elle pleure, Non, mais laisse-moi aider quelque chose parce que j'ai l'air d'un imbécile, comme Nadav a dit. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que Carlo Chatrian, directeur de Berlinale, a fait une entière mise en scène pour me piéger. Il a dit on a besoin d'un petit interview pour le site. On a dit oui, ok. Ada a dit c'est peut-être qu'on a un prix. Bon, on va voir. Et après, j'ai même échangé des messages avec elle pendant ce Zoom parce qu'on a vraiment fait l'interview, que tu ne vois pas parce qu'il était coupé. Et après, on était dans cette comme discussion ici. Elle disait à ce moment, oh, voilà, vous avez gagné l'ours d'or, tu dois venir ici. Et parce que je suis un peu éduqué par un ami de moi qui est Florin Lazarescu, qui est un écrivain et un peu co-scénariste, on a travaillé ensemble. Et il avait avec ses amis des écrivains de Iași, il habite tous à Iași, de façon très compliquée de faire des farces les uns à l'autre. Parfois, chacun faisait une adresse de mail de quelqu'un très important, un intellectuel roumain, il envoyait des emails et disait « Monsieur, j'ai lu votre livre, je trouve extraordinaire, je vous invite à Bucarest pour un prix de la ministère de la Culture. » Et le mec allait à Bucarest, c'était rien. Donc, dès que j'ai entendu leur histoire comme ça, je suis très attentif à ne pas être piégé comme ça. Donc, parce que je disais, dans ma tête, c'était pourquoi c'est Carlo Chatrian qui dit ça, c'est pas le jury qui dit ça. Non, j'ai dit, je dois faire attention, peut-être il va dire, ah, c'était une blague, on va voir demain ce qui est le gagnant. J'ai dit, ok, Ada pleurait, c'est déjà, Ada son productrice, c'était déjà assez gênant. Donc, j'ai essayé de garder la dignité de la situation. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Merci. Je voulais poser la question de la réception en Roumanie, à la fois sur les aspects techniques, par exemple le fait que vous ayez tourné sans autorisation, est-ce que ça peut vous donner lieu à des poursuites ou des choses comme ça, et puis sur l'aspect du portrait que vous peignez de la société roumaine. Bon, sur l'aspect de tournage sans autorisation, je dois dire quelque chose pour dire que j'ai eu une idée extraordinaire. Parce que j'ai parlé avec la productrice et on a dit, bon, c'est quoi l'amende, c'est quoi l'argent que tu dois payer si tu tournes un film comme ça sans autorisation. C'était pas une somme énormément et on a dit, tu peux payer ça chaque jour si c'est le cas, donc on va tourner sans autorisation avec une petite équipe. Bon, mais c'était une caméra 35 mm, donc quand même. Et parce qu'en Roumanie, je ne sais pas comment ici, parce qu'en Roumanie c'est cette question, tout le monde a des suspicions. J'ai l'impression que c'est une miette restée pendant le communisme, quand tu ne pouvais pas faire aucune photo parce que tout le monde disait qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi me photographies. Bon. Et on savait que c'est quelqu'un qui viendrait, si tu poses la caméra en face d'un supermarché ou comme ça, c'est quelqu'un qui vient qui dit qu'est-ce que vous faites ici, c'est où votre autorisation. Et ça s'est passé vraiment en premier jour. Et j'ai eu cette idée que je trouve extraordinaire, mais c'était seulement comme une blague au début, parce que notre actrice s'était habillée avec ce costume horrible, gris comme ça. Et elle était blonde, et à l'époque, la maire de Bucarest, c'était aussi une femme blonde comme ça. Et quand il disait, qu'est-ce que vous faites ici? Et parce que c'était la campagne électorale, j'ai dit, d'abord comme une blague, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait une publicité pour la mairie. Et les gens regardaient l'actrice, et personne n'a dit, non, c'est pas, et personne n'a dit, c'est où l'autorisation? Parce que c'était normal, que c'est pour la mairie. Quelle autorisation vous voulez? C'était vraiment, et après on a commencé à dire ça tout le temps. Même c'était les gens, parce qu'ils ne voyaient pas bien, c'était artistes à distance qui étaient là-bas pour voir si c'est la vraie mère de Bucarest. Et ils parlaient, Madame Mère, j'ai un problème, je ne sais pas. Donc c'est comme ça, c'est résolu. Et après, quand même, le maire est changé. Maintenant, c'est quelqu'un, de son point de vue, mieux. Donc, c'est pas aucun problème. Et avec la réception, c'était bien sûr très partagé. On a déjà parlé avec Nadav
il y a 1 heure, très partagé. Et je pense que ça c'est bien parce que j'aime beaucoup d'être attaqué, que les films soient attaqués. C'est un plaisir un peu pervers bien sûr, mais ça c'est un plaisir plus que quand les gens disent ah c'est bien, c'est extraordinaire, bon ça, mais quand les gens disent c'est horrible, il écrit. C'était quelqu'un, un écrivain roumain, qui a même ouvert de nouveau son compte de Facebook, qu'il était terminé, parce qu'il a dit, je ne peux pas, je dois l'ouvrir pour écrire quand je déteste ce film. Donc je pense que ça c'est bien, pas seulement parce que c'est un film qui est un peu agressif vers certaines choses, mais aussi parce que j'ai l'impression que dans des réactions comme ça, se cache un peu l'acceptance à la fin. Et je pense à moi-même comme spectateur. Il y avait des films, les films de Strauss-Béhuet, quand j'ai vu la première fois, j'ai dit, c'est horrible, je déteste ça, c'est quoi ce idiote qui récite les textes comme ça. J'étais vraiment contre le film, mais ça restait dans ma tête. Et après des années, j'ai commencé à voir en plus. Et pour le moment, Strauss-Béhuet sont parmi mes cinéastes préférés. Ou quand j'ai vu la première fois un film de Romer, j'avais l'impression, j'avais 22 ans, je ne sais pas, que c'est un téléfilm minable, comme une télénovelle, comme une soap opera un peu. Et ça a pris des années pour comprendre que c'était le style de Romer de faire semblant cette banalité de mise en scène, et c'est qu'en effet c'était très subtil. Mais la première réaction c'était très violente contre. Donc je crois que dans les réactions violentes, c'est le premier pas pour une acceptance, peut-être. Tu seras peut-être le cinéaste préféré de cet écrivain dans quelques années. Non, parce qu'il est... Ce que vous parliez tout à l'heure avec Nada sur cette question, c'est que pour vos 2 films, ce qui vous avait surpris, c'est que avant tout, c'est la forme, c'est le style qui a choqué et qui a mis en colère vos détracteurs, et pas tellement les questions sociales ou politiques que vous pointez tous les deux. Un peu des deux. Non, moi je dis Radu parce qu'on a un peu parlé avant sur les réactions aux films provocateurs au pays natal. Et moi je dis à Radu que moi, enfin tous mes... Je peux témoigner de mon cas. Enfin, tous mes films ont évoqué des réactions assez vifs ou forts ou enragés à Israël, mais avec le temps, je me suis rendu compte du fait que c'est pas très différent. La manière que les films sont acceptés, c'est pas très différent. Je sais pas, il n'y a pas une telle différence entre, je sais pas, la France, Israël, les États-Unis. C'est-à-dire que les films divisent partout. C'est juif partout, c'est pourquoi. Oui, c'est ça. Non, je me suis rendu compte du fait que je pense que la chose qui provoque, c'est la forme et pas le contenu. En fait, que des gens, ils peuvent... Bon, c'est un peu évident ce que j'ai dit, mais que les gens, ils peuvent tout accepter, ils peuvent rien accepter. C'est-à-dire, aujourd'hui, vraiment, on fait face aux provocations du point de vue du contenu, on fait face à ça tous les temps. Et les gens, ils réagissent avec une énorme différence. Je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais en Israël, il y a des émissions à la télé qui se moquent des hommes politiques d'une manière vraiment radicale, qui disent des choses qui sont 1000 fois plus radicales que mes films. Et les gens, ils regardent, et ils se marrent, et ils s'en foutent. Ou ils s'en foutent pas, ils regardent, ils se marrent, et même les hommes politiques sont contents. Et donc je pense que c'est vraiment pas la question. La provocation, c'est toujours dans la forme, à mon avis, ou presque toujours dans la forme. Et moi je vois, je sais pas, je vois mes films, et je vois des gens qui sont, je sais pas, des Albanais, des Chiliens, des choses qui sont furieux, qui finissent par les films, qui sont furieux. Bon, évidemment, ils s'en foutent de l'honneur du pays d'Israël. Mais je pense que dans ton film aussi, j'ai l'impression que c'est... Parce que je suis sûr que si tu aurais fait un film plus classique,
où il y a tout un récit, et dans le récit, on voit que finalement l'Église est très hypocrite, ou je sais pas quoi, hein. Ça aurait pas fait le même effet qui fait, par exemple, la troisième partie de ton film, où il y a ces côtés sketch, et les choses sont dites sans subtexte, et ça fait un effet très très différent. Enfin, je pense qu'à l'intérieur du récit dramatique, les gens ils peuvent ils peuvent avaler presque tout, quoi. Et donc pour moi c'est au-delà de tout une question formelle. Bon, ça c'est possible pour une partie du public. Peut-être les romans sont plus primitifs parce que c'est le sujet qui... Mais c'est pas les films. Parce que parfois, pour le film précédent qui s'appelle Peu m'importe si l'histoire me considère comme des barbares, qui est aussi assez compliqué au niveau formel, c'est vrai que les gens qui ont vu le film ne savaient pas exactement comment le prendre. Donc les réactions violentes n'étaient pas vraiment contre le film, mais après... Quand la presse, une certaine partie de presse a dit c'est un film anti-roumain, c'est un film contre la Roumanie, c'était cette sentence, cette question qui était après partout, pas le film. Parce que oui, c'est vrai que le film, si la forme est un peu plus compliquée, peut-être ça donne un peu de réaction contre elle, mais en même temps ça bloque un peu de réaction. Oui, je pense qu'il est trop compliqué. Il est trop compliqué par rapport au film précédent. Je pense qu'il est trop compliqué pour énerver sur le plan du contenu, mais il est suffisamment compliqué pour énerver sur le plan formel. C'est-à-dire, je pense que ça. Et par rapport à ce que tu dis, oui, moi, il y avait en Israël beaucoup de gens qui étaient très furieux par rapport au monde. Dernier film, mais c'était surtout des gens qui l'ont pas vu, des gens qui ont lu à la presse et tout, et qui m'ont appelé à 3h du mat pour me dire qu'ils vont brûler ma maison, mais c'était pas des gens qui ont regardé. Une fois que les gens ils ont regardé les films, je les comprends, quoi. Oui, moi aussi je comprends, oui. C'est bien sûr. Oui, mais non, mais je pense qu'une fois que les gens ils regardent les films, ils sont... Oui, il y a d'autres choses qui les hantent. Oui, monsieur. Oui, trois brèves questions. La première... Trois Petite. Alors, première, Ours d'Or à Berlin, une salle à Paris. Comment se fait-il? On voit en France quelques films par an de Roumanie, mais quel est l'état de la fréquentation du cinéma en Roumanie? On a vu l'image de cinéma à Bucarest. J'ai cherché un cinéma à Arese, à Timisoara il y a quelques années, même si c'est dans les 5000 ou 2000 salles, Arese, paraît-il subventionné par l'Europe, je ne l'ai pas trouvé. Et troisième point, excusez-moi peut-être pour le rapprochement que vous jugerez faux, je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine parenté avec quelques films de Kervern et de Lépine notamment. Bon, la dernière question, je ne connais pas très bien les films de ces deux réalisateurs. J'ai vu un seul qui s'appelait Altra. C'est un peu comme Aki Kaurismäki. Ce film-là, après, je n'ai pas vu les autres. Donc, oui, peut-être c'est à cause de la comédie, mais je ne connais pas leur travail. Quelqu'un m'a demandé hier si j'ai vu un film de Gaspard Noé qui s'appelle Amour, Love, qui commence aussi une scène porno et c'était influencé par ça et je n'ai pas vu ce film. En ce qui concerne la salle en Roumanie, bon, les salles, je fais très court parce que je pense que c'est une question qui n'intéresse pas beaucoup les gens. C'est de plus en plus de salles, effectivement, des salles de cinéma, parce que c'est de plus en plus de shopping malls, même dans les villes plus petites. Donc, dans ces shopping malls, c'est de plus en plus de multiplex. Mais c'est des multiplex qui montrent la plupart des films de Hollywood, comme Avengers,
trucs comme ça. Et parce qu'ils sont peut-être un peu obligés par la loi, parfois un peu des films européens, 10%, des films roumains, même moins. Et c'est vrai qu'on n'a pas un réseau de salles comme celle d'ici, qui n'est pas dans un multiplex à la périphérie de la ville. Donc c'est comme ça. Et tous les autres cinémas qui existaient comme ça dans toute la Roumanie pendant la dictature de Ceausescu ont été soit détruits, soit transformés dans des casinos, dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et maintenant, c'est un effort, comme à Timișoara, comme vous avez dit, d'essayer de sauver quelques cinémas classiques, traditionnels, importants dans les villes, et les retransformer dans des cinémas fonctionnels. Mais ça, c'est une question, très, très compliquée. Bon, peut-être ici ou là, ça va avoir un peu de succès. Il y a un cinéma à Cluj qui s'est réouvert, et très 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 bien, c'est le cinéma Arta. Mais ça, c'est seulement des trucs très petits. Au niveau national, c'est rien comme ça. Donc, c'est seulement les multiplex avec James Bond. Ça. Une seule salle à Paris. Comment ça se fait qu'il y a une salle à Paris? Tout d'abord, merci pour le film qui m'a permis de faire un magnifique voyage, absolument fabuleux. Et j'ai vécu le film comme étant une vaste blague, mais qui, la caméra montre de façon magnifique des petits détails partout, tout le long, y compris dans les rapports avec les gens. On m'entend mal peut-être. Dans tous les rapports de la société à tous les niveaux, l'attitude, la corruption. Vous m'avez tué avec ces photos ici. Et donc, j'ai trouvé le film absolument éblouissant. Merci encore. Bon, merci à vous. Vous avez dit un mot important, comme Nadav a dit enfantin, vous avez dit blague. Et c'était aussi Flaubert qui vient en aide. C'est un échange en lettres qu'il a écrit à Turgenev. Il écrivait des lettres avec Turgenev. Et à un certain moment, il parlait qu'il veut écrire Bouvard et Pécuchet, qui est, il a dit, c'est un gros roman. Ça va être un gros livre sur deux mecs qui essayent de faire des choses, agriculture, mathématiques, peinture, comme ça, etc. Et il ne réussit pas parce qu'ils sont très bêtes. Donc tout ce qu'il essaie ne réussit pas et ça va être un gros roman. Et Turgenev a répondu, il a dit, bon, c'est intéressant, mais ça, c'est pas de la matière pour un roman. Ça peut être matière pour une petite récit, pour une petite nouvelle, parce que c'est une blague, comme ça n'a pas d'importance. Et Flaubert lui a répondu que non, que ça doit être un roman très grand, parce qu'il ne veut pas une simple blague, il veut entrer dans l'abysse noir d'une blague. Donc c'est un peu cette idée que j'ai pas réussi, mais c'était ça l'idée, de voir dans une blague comme un abysse, comme quelque chose de profondeur. C'est ça. J'aime beaucoup la blague. Pardon? Elle nous regardait avec beaucoup d'hostilité tout le temps. Oui, bonjour et bravo parce que c'est un film, je reste dans la note très jouissif, on a adoré. Voilà. C'est bien le mot jouissance sur ce film. Voilà, mais je voulais vous dire qu'on est là surtout parce qu'on a très bons amis roumains qui nous ont dit de ne pas aller voir votre film. Donc, je crois que c'est pour les premières scènes. Ils sont en effet plus pudiques. Alors je ne sais pas les jeunes, mais c'est des gens de notre âge et ils nous ont dit tu vas voir tous les films roumains mais tu ne vas pas voir celui-là. On s'est précipité à venir le voir le premier jour. Et on les a jugés extrêmement pudibons. Je pensais qu'ils l'étaient beaucoup moins. Voilà, mais en tout cas, mille bravo parce qu'on a adoré votre film. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Donne à votre ami un volume de Marquis de Sade de son anniversaire. Et dit voilà la France éternelle. C'est pas Zemmour, c'est Marquis de Sade. Un immense merci à tous les deux d'avoir été là. Merci.
Merci à... Dis-moi, qu'est-ce que vous faites avec ces photos prises